Laurent, bonjour. Ahmed Arikwa, amis téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent Roland Toninquès, à la une de l'actualité au plan international, ce coup d'État intervenu au Gabon. On parlait de la situation au Gabon, justement, je pense en début de semaine, lundi ou Évidemment, mardi. je vous faisais comprendre, bon, en fait, je ne vais plus retourner dans les détails. Oui, mais toujours est-il donc qu'on en parlait, comme je le disais, en début de semaine. Et la situation dans le pays était évidemment comme en 2016, plus ou moins, voilà, au lendemain des élections, une crise électorale. Oui. Mais on était loin de s'imaginer qu'il y aurait voilà, ce putsch. Oui, Même si les signaux étaient évidemment oui, on tous au était rouge. loin de s'imaginer qu'il y aurait un putsch. D'ailleurs, je l'ai dit, je crois de cette manière, quand Ali Bongo avait annoncé sa candidature, j'avais informé qu'en fait, que le Gabon représentait, au-delà d'un lobby pétrolier, c'était un lobby spirituel en réalité. Et c'est aussi, n'oubliez pas que l'une des bases essentielles de la France Afrique en Afrique. Et donc, si le Gabon tombait, beaucoup de pays, malheureusement, tomberaient. Et donc, nous y sommes, malheureusement. C'est qu'aujourd'hui, il ne fallait pas en venir là, souhaiter qu'il y ait un putsch au Gabon, parce que le Gabon était comme le siège de ce lobby spirituel en Afrique centrale et maintenant qui étend cette tentacule en Afrique de l'Ouest et autres. Donc, la chute de Ali Bongo aujourd'hui donne à réfléchir. Et d'ailleurs même, comme je l'ai toujours dit, l'ennemi n'est jamais très loin. L'ennemi est toujours à côté de vous jusqu'au moment où vous imaginez, vous pensez que vous vous illusionnez en pensant que bon, c'était impossible. C'est que l'ennemi est toujours là et à un moment donné, les frustrés s'observent beaucoup plus dans votre camp dans le rang justement des proches. plutôt que chez les opposants ou vos adversaires politiques. Et malheureusement, c'est un peu ce que nous observons aujourd'hui. Ce n'est pas un souhait, c'est que malheureusement, excusez, vous constatez aujourd'hui que les Gabonais jubilent alors qu'en réalité, ça ne devait pas être le cas. Qu'est-ce qui a amené à une telle situation? On doit pouvoir s'en méfier et se dire comment se fait-il qu'un chef d'État est déchu et que bizarrement les peuples célèbrent et le peuple... On a l'impression que ce putsch est célébré par le peuple. C'est vrai que ça met fin à une dynastie. C'est vrai que quand en 2009, Omar Bongo décédait, il y avait déjà un tiraillement entre Ali Bongo et sa sœur Pascaline Bongo qui voulait aussi contrôler le pouvoir. Finalement, c'est Ali Bongo qui a pris le dessus. Mais on a pu voir dans la suite, lui qui avait travaillé avec son frère, il y a Frédéric Bongo et autres avec qui il a travaillé, mais qui aujourd'hui, vous savez, c'est toute une... Ali Bongo qui tombe aujourd'hui, en fait, ce n'est pas que lui, c'est toute une famille qui tombe. Et c'est toute une génération de politiques qui tombe au Gabon. Et bizarrement, qui va tomber aussi dans la sous-région. N'oubliez pas que Sassou Nguesso est peu ou prou lié au Gabon, notamment sa fille qui était même la première dame du Gabon, Edith Bongo, qui était la femme de Omar Bongo. Donc, c'est tout un ensemble, certains pays en Afrique centrale sont liés. Et la chute d'Ali Bongo peut entraîner la chute d'autres pays dans la sous-région. Ce qu'on va souhaiter, on va souhaiter, c'est que les gens s'entendent et discutent entre politiques et dans les pays, que les chefs d'État de ces pays comprennent qu'il y a des enjeux. Les enjeux, c'est faire en sorte qu'il y ait une certaine accalmie dans leur pays. On a pu voir en 2021 avec Denis Sassou Nguesso qui avait mis en prison les activistes politiques, mais juste au lendemain de son élection, a libéré ces activistes politiques et ces activistes politiques. Et ce qui a amené une certaine accalmie dans son pays, dans une certaine mesure. Et donc, autrement, ça dit, il faut écouter le peuple. Il ne faut pas continuer à contraindre le peuple au silence. Il ne faut pas continuer à contraindre les acteurs politiques au silence. Il ne faut pas continuer à contraindre les acteurs sociaux, les acteurs de la société civile au silence, mais il faut écouter. Vous savez, si Ali Bongo peut-être n'avait pas coupé Internet en 2 jours, et puis il n'avait pas décrété un coup-feu, il n'avait pas coupé les médias internationaux, peut-être qu'il aurait trouvé, il aurait pu avoir des informations. Parce que certainement, les gens qui ont fait le coup, les gens ont l'impression que le coup a été préparé, a été spontané. Mais quand vous regardez la situation, c'est bien préparé. Parce que les résultats ont lieu à 4 h du matin. À 3 h, voilà, 3 h, 4 h, et juste après. Et juste 30 minutes après, les autres ont fait leur coup. Ça veut dire qu'ils attendaient juste pour voir qu'est-ce qui va se passer. En fonction des résultats. En fonction des résultats, qu'est-ce qui va se passer. Et l'une des raisons qu'ils évoquent, que la question des résultats, ils estiment que les résultats sont tronqués. Et moi, ce qui m'intéresse... Ils l'ont déjà dit, les élections sont annulées. Voilà. Et ce qui me retient dans cette affaire, c'est que il y a coup d'État,
Ali Bongo est renversé. Ali Bongo, qui à un moment donné avait décidé que son pays ne parle plus le français comme langue officielle, mais parle l'anglais, c'est ce qui justifie le fait que dans la vidéo qui on le circule, voit justement. il parle en disant make noise, de faire du bruit, il fait du bruit. Et il ne sait pas où se trouve son fils. Parce que, en fait, il faut rappeler que Nourdine Valentin Bongo était préparé pour la succession, mais après, ils ont discuté, les vieux, les caciques du parti PDG n'étaient pas d'accord pour dire il ne peut pas être là et c'est son fils qui viendra. Donc finalement, ils ont dit bon, il vaut mieux le laisser là. Mais quand vous regardez un peu les réactions du Parlement, regardez les réactions que certaines puissances étrangères ont eues par rapport au putsch au Niger et les réactions qui sont observées, qu'on observe dans le cas du Gabon. Ils condamnent sans utiliser un langage de violence pour dire on ira déloger les putschistes, mais ils disent protéger l'intégrité phisique de Ali Bongo. Bien sûr. Donc, le discours n'est pas le même. Et donc, c'est là aussi que vous devez comprendre que... Oui, mais en même temps, vous savez que ni la France, ni les États-Unis, ou encore moins la Russie, dans le cas du Niger, n'encouragent une intervention militaire. Non, la France encourage l'intervention militaire. La France, à aucun moment, n'a encouragé une intervention militaire. À aucun moment, la France n'a encouragé une intervention militaire. La France estime qu'il faut protéger évidemment le président Bazoum et procéder à une restauration de l'ordre constitutionnel. Mais à aucun moment, la France n'a dit qu'il faut intervenir militairement. Donc ne disons pas les vérités. J'ai comme l'impression qu'on ne suit pas la même actualité. Oui. Parce que dans la même actualité, on voit que la CEDEAO demande à intervenir militairement. Oui. La France a décidé d'aller militairement au Niger pour libérer Bazoum. Quand on dit qu'on veut aller intervenir militairement pour libérer Bazoum, là, ce n'est pas une intervention militaire selon vous? C'est une intervention militaire. Et de toute façon, jusqu'à présent, il faut préciser, comme on l'a toujours dit, les positions ont été revues par la suite, mais au début... que c'est une option de dernier recours, de toute façon, jusqu'à présent. Bon, jusqu'à présent, depuis le début jusqu'à présent, cela a toujours été une option de dernier recours. On ne va pas polémiquer là-dessus parce qu'on dira qu'on fait politique de coup d'État. Après, oui, de toute façon, ce que dit... J'aime bien cette analyse que vous faites parce que, d'ailleurs, le quotidien Dynamisme Info, le titre ce matin, coup d'État au Gabon, la CEMAC face à ses responsabilités. Parce qu'on a pu le voir dans le cas du Niger, par exemple, c'est la CEDEAO qui est montée au créneau. Oui, alors, dans le cas du Gabon, la CEMAC est attendue. La CEMAC est attendue parce que, malheureusement, comme je l'ai dit, des choses peuvent se passer à tout moment. Je l'ai dit, Sassou Nguesso est pratiquement... Sassou Nguesso, quand vous prenez Sassou Nguesso, quand vous prenez, par exemple, le Cameroun, c'est des pays qui sont malheureusement en proie à des revendications ou à des révoltes dans une certaine mesure. Et donc, aujourd'hui, la CEMAC doit très vite prendre des résolutions et essayer d'assurer une certaine accalmie au Gabon et faire en sorte que dans les autres pays, là, que les gens écoutent les peuples, les populations et fassent preuve, en tout cas, de disponibilité vis-à-vis de ces populations plutôt que de continuer à contraindre les gens au silence parce que ça frustre. Aussi longtemps que ça frustre, ça peut dégénérer, ça peut exploser à tout moment. Ce n'est pas le souhait en réalité. Mais ce qu'on dit, c'est non pas en fait qu'on est contre quelqu'un, mais ce que je dis, c'est en fait que chacun prenne la responsabilité de comprendre que oui, il est là pour le peuple, il doit pouvoir, dans une certaine mesure, travailler en écoutant le peuple plutôt que de pouvoir de continuer à contraindre le peuple au silence et de subir les revers plus tard. D'accord. Et justement, sur la même actualité, c'est vrai qu'on y reviendra dans l'actu décalé avec Olivier Michel de Campos et Hamzat Abdoulaye. On peut aussi, peut-être, Laurent Roland-Toneke s'étonner ce qu'on va dire silence, mais l'opposition, jusqu'à présent, ne réagit pas. Non, l'opposition a réagi. Je crois que la conseillère Albert Ondo-Onsa est passée sur France 24 hier, qui parlait. En fait, elle n'est pas contre le coup d'État et d'ailleurs même elle estime que les résultats ont été tronqués. De ce point de vue, eux, ils estiment qu'une fois que les militaires ont pris le pouvoir, ont annulé les élections, eux, ils prennent hâte. Donc, elle a parlé, en tout cas, j'ai suivi ça hier soir, je crois qu'elle n'est pas, elle ne remet pas, parce que ailleurs, vous allez voir les opposants peut-être remettre en cause aussi le putsch, finalement, on ne sait plus qui est qui. Je crois que Albert Ondo ne parle pas, peut-être s'aligne maintenant sur la position des militaires pour que nous puissions... En fait, il fallait peut-être... à un moment donné, voir un peu la situation, la tendance. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas réagi pour condamner. Ils attendent que les choses évoluent un peu plus. Un peu plus. Peut-être qu'ils réagiraient s'ils constatent que les militaires veulent durer au pouvoir. Peut-être qu'ils réagiraient.
Mhm. Et on remarque aussi que dans le cas d'espèce, juste après donc, cette prise de pouvoir, les militaires établissent justement la connexion et également le lien avec les médias internationaux. Et ce qui est bizarre, Ce c'est qui n'a que pas été le cas au Niger, par exemple, ce qui est, où c'est plutôt l'inverse. Ce qui est On a bizarre, c'est remarqué. que celui qui a coupé la connexion, Oui. aujourd'hui utilise la connexion pour Pour appeler au appeler secours. ses amis à faire du bruit. Voilà. Et Oui. donc, vous voyez un peu, c'est ce que le pouvoir est en fait. Vous, peut-être, posez des actes, vous ne voyez pas les revers, vous ne voyez pas là où vous pouvez chuter à un moment donné. Il a coupé la connexion, empêchant ses concitoyens de communiquer avec le monde, de se distraire ou bien de se faire travailler. Oui. Mais il faut préciser que justement, le pouvoir a expliqué le pourquoi de la coupure de la connexion Internet. Il s'agissait d'empêcher justement toute manœuvre d'intoxication puisque le contexte électoral était celui qu'il était. Est-ce que c'est justifié? C'est l'argument avancé par le pouvoir. Oui, vous savez, moi je ne vais pas peut-être rappeler d'autres pays qui ont coupé la connexion électorale, mais toujours est-il que c'est une mauvaise manœuvre parce qu'à un moment donné, vous empêchez les gens de communiquer, mais vous-même vous êtes privé d'informations. Parce qu'au moment où vous laissez la connexion, il y a toujours une information qui peut fuiter quelque part à travers un groupe, aujourd'hui avec WhatsApp ou Facebook. Une info peut banalement fuiter quelque part où vous pouvez prendre vos responsabilités. Mais quand vous coupez la connexion, c'est-à-dire que vous-même vous êtes en difficulté, vous n'avez pas aussi l'information. Oui. Et là, vous subissez. Vous savez que oui, mais il coupe la connexion. Les services de renseignement, quand bien même la connexion est coupée, ont les informations. Après, justement, quand vous n'avez pas peut-être l'armée avec vous, on assiste à ce à quoi on assiste. Mais il a l'armée avec lui, Mais non, justement, parce que s'il avait l'armée avec lui, il ne subirait pas ce coup. Non, mais justement, coup de force. Il avait bien, mais du commandant de la garde républicaine. Non, il avait bien l'armée avec lui. D'ailleurs, c'est vrai que c'est lui qui a ramené. Entre-temps, il a envoyé Oligui Nguema au Sénégal. Et c'est le chef d'état-major d'alors qui l'avait ramené. Parce qu'ils sont proches de lui. Le gars l'a nommé, c'est lui-même qui l'a nommé. D'ailleurs, même les dernières photos d'Ali Bongo, on voit le monsieur en train de parler avec lui. Et donc, c'est lui qui a même réformé la garde républicaine, en partant de 30 personnes peut-être à 300 personnes. Donc, tout ça là, c'est le monsieur qui avait ça. Ils étaient bien en parfaite symbiose. C'est-à-dire que quoi, le problème c'est que, je l'ai dit au début, l'ennemi n'est jamais loin. C'est peut-être celui qui vous maîtrise mieux, qui devient votre ennemi et qui vous combat. Et donc, c'est ce qui arrive parce qu'au-delà de tout, il n'y avait pas de problème entre les deux hommes dans une certaine mesure. Moi je suis peut-être choqué de voir que oui, il coupe la connexion. Il semblait ne pas y avoir de problème. Parce que justement, quand vous dites qu'il avait l'armée avec lui, il avait peut-être avec lui de manière... C'est la même armée prétorienne. C'est la même armée prétorienne dirigée par Oligui Nguema qui a réprimé les Gabonais qui ont voulu revendiquer un moment donné. Et donc, s'il n'avait pas l'armée avec lui, cette armée n'allait pas réprimer les gens. Donc, peut-être qu'à un moment donné, en réprimant, à un moment donné, ils ont fini par prendre conscience de ce que peut-être qu'ils ne peuvent pas continuer à réprimer les Gabonais. Il va falloir prendre une mesure et mettre fin à la dynastie Bongo. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas à applaudir. Il faut déjà que les chefs d'État d'Afrique, en tout cas toute l'Afrique, comprennent qu'il faut peut-être changer de paradigme en termes de gouvernance. Il faut donc changer de paradigme en termes de gouvernance et éviter cette contagion des coups d'État. Malheureusement, c'est ce à quoi on assiste. Laurent Roland Tonnerre, qu'est-ce coup d'État justement, celui autour duquel toutes les intentions se cristallisent depuis peu, c'est celui intervenu au Niger le 26 juillet dernier, Laurent Roland Tonnerre. Et le quotidien Dynamisme Info en parle ce matin, faisant part notamment des propos du président Thomas Boni Yahi, ancien président de la République, Yahi Boni qui appelle à l'ouverture des frontières et qui, comme on pourrait s'en douter, est contre toute intervention militaire. Oui, je le dis, il faut condamner le putsch au Niger, d'accord, mais le problème c'est que, est-ce que toutes les mesures sont applicables, même si nous sommes partis
prenante des résolutions de la CEDEAO, que nous sommes membres de la CEDEAO, il faut peut-être voir les intérêts de chaque pays en tenant compte de la fermeture des frontières avec le Niger. Je l'ai dit, je ne le dirai jamais assez, la Côte d'Ivoire n'est pas directement impactée par ce qui se passe entre la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Et pareil pour le Togo doit passer peut-être par le Burkina Faso avant d'atteindre le Niger. Quand vous regardez tous ceux-là, ces gens-là ne s'agitent pas. C'est vrai que le Nigeria partage des frontières avec le Niger dans une certaine mesure, mais est-ce que toutes les frontières seront contrôlées au point où tel que ça se fait du côté du Bénin, où on ferme et puis on met en tout cas tout sous scellé et puis on ne veut plus de circulation des personnes et des biens? Est-ce que ça aide nos concitoyens? Parce qu'en toute mesure, regardez peut-être les intérêts de vos concitoyens, ne regardez pas nécessairement ce que vous devez appliquer, mais essayez de voir si ce que vous voulez faire ça aide vos concitoyens. Et malheureusement, on constate que le Bénin perd en partie, dans une certaine mesure. Le Niger, oui, a besoin de notre port pour les marchandises, mais le Niger, aujourd'hui, peut renégocier avec l'Algérie, avec ce pays avec qui il partage une frontière et qui a un port. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous devons éviter. Faire en sorte que, oui, nous voulons fermer les frontières, mais qu'est-ce que nous gagnons et qu'est-ce que nous perdons? Et quand on met dans la balance, j'estime que nous perdons beaucoup. Nous perdons beaucoup en ce sens que, oui, il y a des choses dont nous avons besoin qui viennent au Niger. Il y a que des transporteurs doivent tout le temps aller au Niger et revenir. Quand vous chargez, les transporteurs chargent un camion de sacs de riz, par exemple, pour aller au Niger, c'est autour d'1 million qu'ils gagnent pour le transport. Donc, c'est vrai qu'on va enlever les charges et autres là, mais ils doivent se retrouver avec un bénéfice de 500 000 ou 600 000 ou 400 000. Et donc, tous ceux-là sont au ralenti. Les camions sont au ralenti. Les stations ne tourneront pas parce que les stations doivent vendre du gasoil pour les camions. Donc, les stations ne tourneront pas à ce niveau. Les transporteurs ne bougent pas. Et ces transporteurs ne bougeant pas, ne peuvent pas avoir les moyens pour acheter ou faire tourner l'économie béninoise. Donc, c'est tout un ensemble. Je crois que, économiquement parlant, nous allons beaucoup subir, nous subissons beaucoup d'ailleurs, et nous allons beaucoup subir si nous continuons comme ça. L'oignon qui va quitter le Niger va davantage prendre de la valeur. C'est déjà le cas. Oui, et donc ça peut aller plus loin que ça. Donc, moi, je pense que Patrice Talon, aujourd'hui, avec son gouvernement, doit maintenant réfléchir et à la prochaine session de la CEDEAO leur dit, écoutez, oui, nous allons appliquer des sanctions à la CEDEAO, nous parlons de dialogue, on ne veut plus intervenir militairement dans une certaine mesure, nous parlons de dialogue, mais j'estime fondamentalement que les intérêts de mon pays sont en jeu, les intérêts de mes compatriotes sont en jeu dans une certaine mesure, et donc revoyons peut-être les mesures que nous voulons imposer au Niger. Et là, je crois que ça va aider beaucoup le peuple béninois. Et je crois que les Béninois qui sont en difficulté du côté de Malanville, Karim Maman et autres, ces transporteurs, ces chargeurs au port de Cotonou, seront les premiers à applaudir Patrice Talon parce que ça va contribuer. Écoutez, nous sommes d'ailleurs même... Écoutez, ce qui est grave, c'est que nous sommes à la veille d'une rentrée scolaire. Et ce que je dis, ce n'est pas que j'applaudis les putschistes, mais je dis, regardons. On dit avec mon vie ou avec mon bar. Regardons un peu la situation. Les transporteurs sont bloqués, ne font pas d'activité depuis des semaines. Ces parents doivent acheter des fournitures pour les enfants à la fin de l'année, et à la rentrée scolaire, doivent payer la première tranche, doivent faire un certain nombre de choses. Le transporteur, celui qui a le camion, s'il n'a pas de marchandises, peut-il payer le conducteur? Il ne peut pas payer le conducteur. Donc, il y a un certain nombre de problèmes. Et regardez autant d'enfants dont les parents sont transporteurs, qui sont en train de dormir. Travaillent dans la chaîne. Oui, et qui sont en train de dormir sur la voie depuis 2 semaines, 3 semaines. Il y a des choses à voir. Et je pense que nous devons peut-être nous asseoir et réfléchir pour dire, oui, appliquer les sanctions de la CEDEAO, le Bénin fait partie de la CEDEAO, il faut l'appliquer, d'accord. Mais dans quelle proportion on peut appliquer pour que notre pays ne subisse pas beaucoup plus que les autres pays, parce que tous les autres pays vont s'asseoir, le Ghana va s'asseoir pour dire oui, il faut appliquer, la Côte d'Ivoire va dire il faut appliquer, le Togo va dire il faut appliquer, le Nigeria va dire qu'il faut appliquer, mais le Bénin qui applique sera le pays qui va le plus subir. D'ailleurs, qui subit le plus, le Nigeria va se débrouiller de l'autre côté, ils ont un certain nombre de choses, ils peuvent s'autosuffire sur un certain nombre de choses, dans une certaine mesure, ils ont le pétrole, ils ont un certain nombre de choses, ils ne seront pas dépendants du Niger à un moment donné. D'ailleurs, même eux, ils ont coupé l'énergie au Niger. Donc, eux, ils ont quelque chose. Le Niger a besoin d'eux, beaucoup plus que le Bénin. Donc, c'est autant de choses, je pense qu'il faut qu'on nous revoyions les manières d'appliquer les sanctions.
revoir peut-être justement la manière d'appliquer les sanctions. En tout cas, c'est aussi l'invite de l'ancien chef d'État, Thomas Boni Yayi. La presse relaie l'information ce matin. Matin Libre qui titre Niger, Yayi demande la levée des sanctions. L'ancien président contre l'usage de la force et la fermeture des frontières. On va rester avec un Matin Libre, Laurent Roland-Antonin qui propose également ce matin dossier carrière de sable à Ouida, 13 collecteurs déposés en prison, un en cavale, 2 superviseurs sous convocation. Oui, malheureusement, les collecteurs, je l'ai dit, je crois, la semaine passée, quand on évoquait le sujet, pour dire qu'il faut aller vérifier au niveau des collecteurs, des percepteurs, tous ceux-là qui reçoivent les tasses ou bien les paiements, tout ça. Là. Ici, il faut voir ce niveau parce que c'est là qu'est assis beaucoup plus la corruption, le détournement, malheureusement. Donc, quand on va commencer à fouiller, à saigner ce milieu, je crois que nos mairies auront les ressources. Je pense que, tel que la mairie de Ouida le fait, si la mairie d'Abomey-Cavie peut continuer aussi en la matière, les nombreuses carrières que nous avons, qui détruisent dans une certaine mesure l'écosystème, parce que environnementalement parlant, quand on voit un peu les dégâts aujourd'hui, c'est énorme. Quand vous allez à Dekoumbé, les dégâts du fait de l'exploitation du sable laguneux aujourd'hui, c'est énorme. Ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est peut-être dans 5 ans, 10 ans qu'on va sentir les conséquences dans une certaine mesure. Et n'oubliez pas que ça peut être à l'origine des tremblements de terre où des maisons peuvent s'effondrer dans la zone dans une certaine mesure. Et quand vous allez à Drassago de Malapoté, il y a une carrière qui est là. C'est une entreprise chinoise qui exploite depuis des années. Qu'est-ce que la mairie y gagne? Comment est-ce que c'est géré? Comment est-ce que c'est fait? Autant de carrières que nous avons dans ce pays, et notamment dans Abomey-Cavie seul, où les gens exploitent, s'enrichissent, du jour au lendemain deviennent insolemment riches. Malheureusement, la mairie n'a pas grand-chose dans la caisse. Les collecteurs deviennent de plus en plus, comment vous appelez, trapus. Les gars souvent que vous connaissez à Kavi il y a 15 ans, 10 ans, deviennent des gens joufflus. Mais vous étiez aussi svelte il y a quelques années. Non, mais j'ai pas. Non, mais aujourd'hui, vous avez. Regardez dans mon parcours, hein. De l'embonpoint. Regardez dans mon parcours, ils peuvent fouiller, ils savent bien fouiller la vie des gens. Oui. Ils savent que je ne suis pas dans les combines pour faire du faux, pour être du flux. C'est mon travail, bien fait. C'est dire que oui, on peut. Non. À ce niveau, je connais, ils savent que ce que je dis là, ce n'est pas faux. Il y a des gars là, dedans là, ceux qui font là. Et ils vont voir les boutiquiers, les précepteurs là, ils vont voir les boutiquiers, et ceux qui ont des boutiques pour prendre de l'argent sans faire du reçu là. C'est des choses à vérifier et ils s'enrichissent. Avez-vous les preuves de tout ceci, Laurent? La dernière fois, je crois qu'il y avait eu déjà un ménage. Il faut encore faire le ménage. Donc pour vous dire quoi, en fait, pas que je suis contre les gens qui grossissent, mais qu'en fait, il y a des gens qui, malheureusement, c'est l'agent de la mairie ou de l'État qui les fait grossir et qui fait que parfois même ils deviennent à la limite aussi insolents envers les populations. Donc il faut vider, il faut vraiment faire le ménage. Il faut faire donc le ménage. Ce qu'il faut faire aussi, c'est payer la totalité des primes. Hein. C'est ce qui exige en tout cas les syndicats, Laurent Roland-Antonin dans le cadre de la rentrée 2023-2024. Rentrée scolaire, évidemment. J'ai pu lire que quelque part que la prime de la rentrée pour les enseignants, c'est 25 000. Et si c'est 25 000 qu'on saucissonne, quand même, c'est pas bien quand même, 25 000 francs. Non, mais vous imaginez, quand on agrège tout cela à la taille du nombre d'enseignants, ça fait beaucoup quand même. 25 000 francs, oui, individuellement, mais quand Vous pensez que c'est une justification pour ne pas payer en entier? Du tout, mais je demande à ce qu'on tienne compte de cela aussi, parce que quand vous dites juste 25 000 francs, oui, ça peut paraître insignifiant. Cela peut paraître insignifiant, mais ça ne justifie rien. Faites l'opération, multipliez cela par 3 000, 2 000, 3 000, 4 000. Ça ne justifie rien. Les gens qui prennent des millions par mois comme salaire, on n'a jamais dit que c'est la masse salariale. Attendez, non. On n'a jamais dit que la masse salariale de ces personnes qui prennent des millions par mois, là, que c'est énorme au point où on a réduit, on a saucissonné. Vous avez entendu dire qu'on a saucissonné le salaire d'un député ou d'un ministre ou d'un directeur de société d'entreprise, société d'État? Non. Donc, si on ne peut pas saucissonner les millions à payer aux gens là, on ne peut pas saucissonner les primes. Je vous en prie. Il faut quand même qu'on commence par respecter les enseignants. C'est très important. Il faut respecter les enseignants. Il faut donc leur payer leurs primes en intégralité, Laurent Roland-Antonin. Le grand jury nous emmène dans l'arrondissement de Togba où Pierre Beyon et son conseil font de l'instruction scolaire. Des jeunes apprenant leurs préoccupations. Le CA d'ailleurs qui a fait un don de kit scolaire à plus de 200 apprenants à Tongpa et Laurent. On aurait pu dire qu'il nous a écoutés, pas parce qu'on a dit. C'est une bonne chose. Il faut estimer, il faut espérer que ces autorités. J'espère que ces enfants qui ont reçu les kits, ce ne sont pas les enfants du personnel, hein, parce que c'est là je ne serais pas d'accord. Pourquoi?
il faut identifier les vulnérables, les enfants vulnérables à qui on fait ce don. C'est-à-dire, un personnel de l'arrondissement a un salaire, il peut à la limite acheter un cahier pour ses enfants. En fait, c'est ma manière de voir les choses. C'est votre manière. Oui, j'estime. C'est votre vérité. Non, mais je ne veux pas pouvoir donner. Je ne veux pas vouloir donner fourniture scolaire aux enfants de Ahmed, par exemple. Pourquoi? Non. J'estime que salaire, Ahmed a un minimum de salaire qui peut lui permettre. J'identifie dans les villages les personnes vulnérables. Et je donne ça à ces enfants vulnérables. Je préfère, puisqu'il ne faut pas peut-être rassembler les enfants du personnel à l'arrondissement, les donner et faire photo comme si on a donné aux enfants vulnérables de la localité. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. Et si c'est les enfants vulnérables de la localité, vraiment, je crois qu'il faut apprécier. Et si, entre-temps, c'est les enfants du personnel, je lui propose maintenant d'essayer de voir un peu dans ces économies. D'aller à Ouéga, par exemple, il y a certainement des enfants à Ouéga qui ont besoin qu'on les soutienne. D'aller peut-être à comment vous appelez, Rouetor, il y a des enfants certainement quelque part là qui attendent qu'on les soutienne. Donc voilà un peu, je préfère que ce soit comme ça. Il y a des poches de pauvreté encore dans Abomey-Calavi et autour de nous. Donc c'est mieux d'aller identifier ces poches de pauvreté et faire don à ces personnes plutôt que de contenter ou bien de faire plaisir à ceux qui sont proches de nous et après dire qu'on a fait du bien aux enfants. Mais déjà, c'est à saluer. Et bravo, monsieur le chef d'arrondissement. Continuez et puis identifier d'autres enfants vulnérables. Laurent Roland Tonneikes a salué aussi, pourquoi pas, ces propos du DDIC Atlantique Littoral sur la disponibilité du gaz domestique. Je sais que vous avez l'habitude d'aller mener des enquêtes sur le terrain, vous nous en parlez souvent. Je ne sais pas si justement dans ce cadre, vous avez également mené l'enquête pour parler de la disponibilité du gaz domestique, puisque selon le DDIC Atlantique Littoral, la situation est en train de se normaliser. Oui, vous savez, vous vous rappelez que j'ai dit que si le gaz est disponible, que la ministre sorte un communiqué pour nous rassurer de la disponibilité. Et quand je vois la directrice départementale de l'industrie du commerce dire que la situation se normalise, ça veut dire qu'il y avait une anormalité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal. Ça veut dire peut-être que le gaz n'était pas pour autant disponible. Non, mais pas forcément. Quand on dit que ça se normalise... Pas forcément. Peut-être que ça se normalise parce que oui, au niveau des prix, justement, après la sortie de ce communiqué, bon, oui, les revendeurs ont commencé j'ai revoir le posture. J'ai proposé une solution hier. Oui. J'ai dit, si vous avez le gaz disponible chez les grossistes, essayez d'identifier les stations-service au niveau de chaque commune chez qui vous déposez les gaz, vous sortez un communiqué et dites aux populations maintenant. Les gaz sont disponibles ceux qui font la surenchère dans leur maison là, laissez-les. Dites aux populations, allez dans telle station à Pota, à Calavi, Carrefour Kékou, Carrefour à Conville, dans tel supermarché et allez acheter les gaz. On peut même les déposer au niveau des bureaux d'arrondissement. Voilà, par exemple. Pour y aller, vous approvisionner là-bas. Ça va décourager ceux qui font de la surenchère sans raison de sortir maintenant les gaz et de vendre. Maintenant, si le gouvernement est conscient qu'il n'y a pas le gaz, qu'on dise qu'il n'y a pas le gaz, clairement, il faut que nous soyons situés, mais qu'en même temps, on demande aux populations d'accompagner plutôt que de vouloir utiliser à tout moment la force. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, 14 cybercriminels déposés en prison hier. D'ailleurs, je pense que dans le courant de la semaine écoulée, le quotidien Dynamisme Info parlait de la situation, estimant que oui, la lutte se poursuit, mais vraisemblablement, le nombre de cybercriminels n'a pas pour autant diminué. Oui. C'est pas de jours qui passent sans qu'on apprenne que un tel nombre de cybercriminels a été arrêté dans telle localité. C'est à croire que cela ne décourage pas pour autant les acteurs. La fin, ce n'est pas pour demain. Il faut vraiment continuer la lutte. Continuer à véritablement, comment vous avez, je dis, véritablement contrôler et essayer de voir qu'est-ce qui est faisable dans une certaine mesure parce que les gens vont toujours se cacher derrière une situation bizarre pour dire que oui, qu'il y a... il n'y a pas de travail, c'est pour ça que les gens font la cybercriminalité. Ça ne devrait pas justifier le fait qu'on ait des cybercriminels. Quand on n'a pas de travail, on réfléchit, on crée. C'est vrai que l'environnement des affaires peut-être n'est pas favorable pour qu'on crée toutes sortes d'entreprises. Mais je pense qu'il faut tenir compte de son avenir et ne pas se permettre de faire certaines choses. Ce n'est pas bien. L'OCRC fait son travail, la CREAT doit continuer à les condamner jusqu'à ce que des gens soient découragés. Mais aussi interpeller ses parents. Ces parents qui continuent de protéger les enfants cybercriminels là. Vous en connaissez peut-être?
Vous en parlez avec une telle verve. Mais un enfant qui est cybercriminel, qui ne commence pas à dépenser des millions, qui est même au collège et que les parents ne parlent pas, les parents, là, je le prends comme un complice. Parce que si mon enfant amène un smartphone de 400 000, moi-même, travailleur, je n'ai pas encore eu le courage d'aller acheter un smartphone de 500 000, 600 000, 400 000. D'accord? Mais c'est un enfant de seconde, première, comme j'ai pu vous dire, la dernière fois j'ai vu 3 ou 4, pas mieux, qui ont des smartphones de 400 000, 500 000 en main. D'accord. Et ils vivent chez des parents quand même. Ils s'habillent cher d'ailleurs, dans les prêt-à-porter. Pas... Ce qui vous énerve, évidemment. Ça ne m'énerve pas, non, ça ne m'énerve pas. En fait, ne répondez pas, je vous taquine. Je regarde l'avenir pas avec cette jeunesse-là. C'est ça. C'est-à-dire cette jeunesse qui ne veut pas faire d'efforts, qui pense qu'il faut continuer à gruger d'autres pays, personnes dans d'autres pays pour avoir de l'argent facilement et en faire le blé, notamment d'ailleurs même ces gens, ils ont l'argent, ils ne savent même pas quoi faire avec l'argent. J'ai vu une vidéo sur une statue d'une jeune fille hier où le monsieur a renversé 2 sacs d'argent et elle félicitait le gars pour dire regardez l'argent, celui-là, voilà, je ne ferai pas cher des trucs comme ça. Et donc, elle était contente de voir ça. Mais quand vous voyez, et le gars s'assoit et finit de renverser l'argent, il sort, il prend une bouteille de champagne. Et cette fille-là prend ça pour un modèle, malheureusement. Mais le modèle va finir que le jour où elle sera avec le gars, peut-être quelque part, qu'on va arrêter le gars, qu'on va l'arrêter, tout le monde va commencer à créer scandale pour que la fille n'est pas cybercriminelle. Mais elle a encouragé ça. Elle a joui de ça, dans une certaine mesure. Donc, tout parent qui protège un enfant cybercriminel doit être découragé aujourd'hui. On l'interpelle aussi. Quand on va interpeller 1, 2, 3, 4 parents et qu'on va leur donner flanquer 50, comme la SCRIEC aime bien le faire, quand on va leur donner 50, tac, tac, maintenant, je suis sûr que les parents vont se ranger et finiront par dire aux enfants, je ne suis pas dedans, si tu ne le fais pas, c'est moi-même qui vais te dénoncer. Laurent Roland Toninquès, visitons Chine, talons à la conquête de nouvelles opportunités pour le Bénin, le président. Donc en terre chinoise, dès ce jour, je crois. Oui, dès ce jour, il est en Chine, il doit rencontrer le président Xi Jinping, il doit participer à une foire qui est organisée du côté de la Chine, il doit visiter le siège du fonds Afrique-Chine, il doit aussi visiter certaines entreprises chinoises et donc certainement, comme je le disais hier, normalement qu'avec la GDIZ, le Patrice Talon est à l'assaut des chefs d'entreprise, des entreprises au plan international. Il était allé en France, donc maintenant il est en Asie, en Chine. Certainement qu'il n'hésitera après la Chine, il ira au Japon ou aux États-Unis, pourquoi pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il est à l'assaut des entrepreneurs, des chefs d'entreprise au plan mondial pour que la GDIZ soit vraiment le seul vivier industriel dans la sous-région qui tourne. C'est vrai que le modèle existe peut-être au Togo à côté, mais pas le même modèle identique. Et donc aujourd'hui, l'espace est disponible. Il y a la disponibilité de l'énergie sur le site AgroJB parce qu'il y a des centrales qui doivent être installées. Il y a un certain nombre d'infrastructures. Le personnel est pris en compte, de l'emploi est créé au quotidien. Donc, dans une certaine mesure, c'est à encourager, c'est à saluer, faire en sorte que oui, les entreprises chinoises qui inondent peut-être nos marchés de beaucoup de produits, soit maintenant des entreprises qui travaillent ici en créant de la richesse et en créant de l'emploi dans notre pays, pourquoi pas. Parce que chaque fois que, malheureusement, vous et moi, nous utilisons un portable qui est venu de la Chine, c'est que nous créons de l'emploi dans ce pays, nous créons de la richesse dans ce pays. Mais une fois que ces appareils sont montés ici, une fois que quand vous voyez les motos électriques monter déjà à Glodibé, c'est de l'emploi créé pour les jeunes béninois. Et d'ailleurs, même les ferrailles maintenant sont toutes transformées sur place et pour faire les motos électriques. Donc si cette entreprise vient de s'installer ici, ça crée une sorte de chaîne, un réseau de travailleurs, et puis ça crée de l'emploi, ça crée la richesse dans une certaine mesure. D'accord, merci à vous, Laurent. Et une jeunesse occupée n'est pas manipulée, une jeunesse occupée ne se laisse pas aller. C'est à l'abri des vices. À l'abri des vices, entre autres. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons en Afrique. On va poursuivre avec ceci, sinon peut-être finir avec ceci, le quotidien. Victime collatérale des travaux en cours sur l'ouvrage, les sinistrés du pont de Révier désemparés créent une association. Laurent. Oui, en temps normal, quand on fait un travail d'intérêt public, c'est une infrastructure, on fait une infrastructure, il faut dédommager les populations qui sont sinistrées. Donc, c'est vrai que depuis un moment, il y a des sinistrés qui sont pris en charge, mais sur certains sites, des sinistrés ne sont pas pris en charge. Je ne sais pas pourquoi. Pour le pont de Réveil, ça traîne. Bon, maintenant qu'ils ont créé une association, vivement que l'association soit entendue et que au plus vite que les gouvernants se penchent sur le cas. Parce que, vous savez, c'est peut-être toute la fortune d'un travailleur
d'un fonctionnaire qui allait à la retraite et qui aujourd'hui malheureusement n'a plus rien parce qu'on lui a appris tout ce qu'il a réalisé en 30 ans. Et donc quand on ne le dédommage pas, c'est qu'on le laisse mourir dans le dénuement total. Donc c'est très important de se pencher sur la situation et voir dans quelle mesure, dans quelle proportion on peut dédommager ces personnes, leur permettre de rentrer dans leurs droits. Il s'agit en tout cas des centaines de familles, hein, de Kpaou, de Kokokodji, comme le précise le journal, de Arozon, de Dénou, de Révier et autres donc inondés qui appellent au secours. Oui, justement, vous voyez un peu quand vous allez à Kokokodji, vous allez vers Kpaou, les gens sont furieusement inondés. J'ai vu les images il y a quelques jours, je crois que c'est un téléspectateur qui m'envoie les images, tout un quartier inondé. Et je me suis posé la question aussi de savoir, quand on parle d'études d'impact environnemental, qui sont ceux qui font les études d'impact environnemental de travaux au Bénin? Parce que quand vous regardez pratiquement tous les chantiers, bon, peut-être que les chantiers sous la rupture, mais sous la rupture aussi, il y a un problème. J'estime que les études d'impact environnemental ne sont peut-être pas correctement conduites dans une certaine mesure, parce que quand vous regardez les infrastructures réalisées, après les dégâts autour, c'est énorme. C'est énorme pour la population. Et ces ponts ont été réalisés, oui, ça rend un service, mais ça crée tellement de dommages dans cette localité, alors que, non, si les études sont bien faites, et que, comme vous savez, parce que quand vous faites des ponts comme ça, vous changez la trajectoire de l'eau. Bien sûr. Quand vous changez la trajectoire... Après, ce que j'allais dire, c'est que j'aime bien quand vous dites dans une certaine mesure, le fait que vous nuanciez, parce que si certaines populations vont s'installer dans des zones, justement, où elles ne sont pas censées s'installer, où l'eau est censée justement circuler, il n'y a pas matière à se plaindre pour elle aujourd'hui. Il n'y a pas matière à se plaindre pour elle aujourd'hui. Les études auront été bien faites. Oui, je suis d'accord avec vous. Elles se retrouveront inondées. Parce qu'elles sont installées là où il ne le faut pas. Comment expliquez-vous qu'une zone qui n'a jamais été inondée depuis 15 ans, 20 ans, c'est après le pont que ça a été inondé? Ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne parle pas de ceux qui s'installent dans les bas-fonds délibérément. Je parle de ceux qui sont dans des milieux où les zones n'ont jamais été inondées. Pas une seule fois depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais à partir des travaux des ponts, en réalité, ou des infrastructures, pas seulement ce pont, certaines infrastructures réalisées, ces zones sont inondées. Évidemment, là, il y a matière à se poser des questions. C'est de ça que je parle en réalité. D'accord. Merci à vous, Laurent Antonin.